Oyetola Aliou Goudiaby, candidat NDAI promotion 2024. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, honorables invités, famille et amis, bonjour. Certains d'entre vous peuvent se demander qu'est-ce que je fais ici? Que fait un homme de plus de 60 ans ici présent? Et oui, c'est une histoire d'un bon soldat qui est parti de boy blanchisseur pour devenir un chief executive officer d'une entreprise. Oui, cette histoire, je vais vous la raconter à travers mes expériences. Dans un premier temps, par mon parcours d'abord académique, puisque j'ai un parcours atypique, en ce sens que mon parcours académique plus tard m'a permis de comprendre que j'étais dans une démarche verticale en formation, puis en expérience horizontale, puisque finalement j'ai été promoteur de 3 différentes entreprises. Avec votre indulgence, je tiens d'abord à exprimer ma gratitude à l'endroit des membres du jury de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et de Smart Campus Dijon pour cette opportunité qu'ils m'ont offerte. Cette présentation se fera en 5 points essentiels, à savoir ma présentation personnelle et mon parcours académique, puis ensuite mon parcours professionnel et mes compétences professionnelles, puis ma pratique professionnelle et enfin mes perspectives. Comme je le disais, je dis que mon parcours académique m'a permis à terme de comprendre que je m'inscrivais dans une démarche verticale en formation qui est venue compléter mes développements en termes de compétences professionnelles. D'abord, je devais être, puisque la Providence ne fait rien au hasard. Oui, j'ai été admis en 1984 pour être comptable public. Mais dommage, moi j'étais absent du territoire national pendant qu'on m'appelait à la radio. À mon arrivée, ils m'ont déjà remplacé par un autre qui était sur la liste d'attente. Donc c'est comme ça, de justesse, j'ai raté. Mais finalement, j'ai compris que quand la Providence parle, l'homme s'efface. C'est ça ma déduction. Pourquoi? Non. Il a fallu que cela m'arrive pour que je décide, ok, il faut faire quelque chose. Donc cela se passait en 1984. Plus tard, juste après, à partir de cet instant, en 1985, j'ai commencé déjà par faire le démarchage, le travail à la commission, donc le bénévolat. C'est ça qui m'a inspiré à dire, ok, je vais m'inscrire, je vais me lancer dans l'entreprise, dans la création d'entreprise. En 1987, exactement en octobre, ma première société est née, qui est la Compagnie béninoise pour l'agriculture et le commerce. Donc, je commence par décrire mon parcours académique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à savoir après le baccalauréat en 1987. Donc, j'ai créé ma société, mais il me faut faire d'abord une présentation un peu de mon origine, de qui je suis. Je suis originaire de Sakété, dans le sud extrême, dans la commune de Sakété, et plus précisément dans l'arrondissement de Yoko. Je suis âgé de 63 ans et marié, père de 2 enfants. J'ai comme loisir la retraite spirituelle, la détente et la solidarité, surtout. Donc, par rapport à mes activités, à mon cursus académique, après le baccalauréat G3 en 87 par le lycée Koulibaly, j'ai fait un BTS en commerce international, PACNED Lyon, puis par la suite, un DRC, c'est un diplôme de responsable comptable par le CNAM, centre de Cotonou. Donc j'ai fait la formation de passation et exécution des marchés publics en 2003. Mais avant d'en arriver là,
je vais rappeler que j'étais déjà dans cet exercice, c'est une actualisation que j'ai voulu faire à ce niveau. Puisque ma première société étant créée en 1987, comme je l'ai dit, la crise économique au Bénin en 1990 a mis toutes les activités en merde, y compris ma société que j'ai créée en 87. Donc, ce qui m'a amené à dire, mais on va vivre, ce n'est pas parce que ça ne va pas qu'il faut rester les bras croisés. Donc, ce qui m'a amené à dire, ok, je continue avec les bénévolats, ce que je savais déjà faire, parce que je disais tout à l'heure que j'avais une formation en verticale. Donc, de la comptabilité, j'ai fait le commerce, le BTS en commerce international. Bon. Et en même temps, j'ai fait bureautique parce que j'ai fait EP avant d'aller faire le BEP comptable pour devenir bac chez toi et commerce international. Donc, j'ai parcouru pratiquement presque tous les composants administratifs et commerciales. Donc, la comptabilité, je ne suis pas neutre, parce que dans la comptabilité, nous faisons la fiscalité. Donc, travaux de bureau, n'en parlons plus, je maîtrise. Donc, alors, la création de ma première société en 87 qui m'a conduit à la mise en veilleuse en 90 m'a dit, ok, regarde dans tes compétences, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je me suis dit, ok, là, je me rapproche de la cour d'appel de Cotonou pour me donner une assise en consulting. Donc, j'ai créé précisément en 98 ECA Consulting. C'est un bureau d'études qui me permettait d'accompagner des entrepreneurs, à savoir des petites déclarations, des comptabilités et autres. Donc, qui fait que, bon, avec déjà comment on l'appelle, mon BEP, mon baccalauréat, vu mes expériences, donc, j'ai commencé par postuler avec cette autorisation. Et c'est comme ça que j'ai eu des marchés auprès du PNUD, où je suis devenu consultant confirmé en audit et vérification des comptes. Donc, c'est ça qui m'a ouvert la porte de commencer par toucher aux grandes choses. Simultanément, un bureau de Canada arrive qui est un frère qui me connaît, qui dit « Ah, mais tu te bats bien. » Ok, il m'a recruté pour gérer ses affaires ici. C'est là où j'ai commencé par analyser des cahiers de charges, mobiliser des compétences pour aller maintenant à des grandes compétitions. Par exemple, la formation des formateurs ici des lycées agricoles au Bénin, c'est moi qui l'ai conduit en 1998-99 jusqu'en 2000. Donc, puis après cette expérience, il y a les zones sanitaires ici au Bénin. Si vous entendez parler des hôpitaux de zone, c'est nous qui avons fait pour la région d'Atlantique, département Atlantique. Donc, c'est moi qui ai conduit. Donc, tout cela m'a poussé, m'a galvanisé à dire, mais alors il faut aller loin. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, de 98 à 2008, j'ai dit, mais l'expérience que j'avais déjà faite avec la compagnie béninoise pour l'agriculture et le commerce, pourquoi ne pas réunir ça avec ECA, le bureau d'études, pour en créer un groupe pour rendre la gestion unique, pour rendre ça, la gestion plus harmonieuse. Donc, raison pour laquelle la première société a donné naissance au bureau par sa mise en veilleuse, et maintenant en 2008, les deux sont groupés, et c'est à partir de là que j'ai l'ambition d'aller à l'international. Mon départ à l'international a commencé exactement en 2008. Donc, depuis 1987 à présent, j'ai cumulé 37 années d'expérience de pratique de gestion. J'étais promoteur, donc j'ai toujours été le directeur de toutes mes structures, à savoir ECA, puisque je suis le créateur, et le bureau d'études comme groupe ECA. Donc, je vais vous parler maintenant des activités de toutes ces différentes créations. Donc, la compagnie béninoise pour l'agriculture et le commerce, créée en 87 à la forme juridique, c'est une société à responsabilité limitée qui avait pour objet social, agro-business et recherche de matières premières pour l'industrie. Siège social, c'était ici à Cotonou, avec un effectif de 3 capital d'1 million. J'avais pour ECA Consulting une entreprise individuelle, c'est une personne physique, la forme juridique, créée en 98, qui a pour objet social, études, conseils et assistance, comme je l'ai expliqué tantôt.
donc siège social ici à Cotonou. Effectif, c'était moi-même, mais je mobilisais des compétences autour de moi. J'avais au moins 6 personnes, 6 occasionnels qui intervenaient à côté de moi. Donc, par rapport à ECA Consulting, je suis entrepreneur individuel, donc ma mission en tant qu'entrepreneur individuel était d'identifier les activités, les planifier, mobiliser les ressources nécessaires, répartir les tâches et coordonner les activités, suivre et contrôler. Donc le groupe ECA Cobeac SAR qui m'a conduit à l'international est né en 2008. Donc forme juridique, c'est toujours une société à responsabilité limitée qui a pour objet social en ce moment le commerce, services et les prestations. Siège social, c'est ici à Cotonou, avec un effectif de 11 employés, avec 3 occasionnels. Donc, c'est toujours le capital d'1 million. Mais j'ai des filiales, j'ai créé, comment je suis allé à l'international, la preuve de ma présence à l'international a commencé par une évaluation interne de mes forces et mes faiblesses, qui m'a amené à m'interroger, dis bon, qu'est-ce que je fais de toutes ces... Puisque c'était des moyens qui dorment, donc il faut pouvoir les valoriser, il faut pouvoir les exploiter. Donc, les grandes réalisations au niveau surtout de bureaux d'études, puisque le commerce était mis pratiquement en berne, ça ne représentait plus grand chose. Dans la consultation, je faisais déjà beaucoup de choses. Donc, et j'avais les moyens, c'est là que je dis, bon, ok, si je connais quelque chose dans le commerce et que j'ai les moyens, donc pourquoi ne pas en profiter pour voir comment faire rayonner la nouvelle création dans la sous-région. Donc l'idée est partie d'un constat ici au Bénin, des mouvements, des importations des produits de grande consommation à partir du port de Cotonou sur les pays de l'interland, à savoir le Niger et le Burkina. Donc tout est parti de là, donc j'ai ciblé ces pays, je dis ok, d'accord, je vais voir ce qu'il faut faire pour aller à l'international. Donc, comme dans la précédente, au niveau du groupe ECA, je suis toujours le directeur général, comme d'habitude, et les missions sont pratiquement les mêmes, à savoir identifier les activités, les planifier, mobiliser les ressources nécessaires, répartir les tâches et coordonner les activités, suivre et contrôler, et prospecter et vendre au Bénin maintenant et à l'international. Parce qu'avant, je faisais mes opérations au niveau interne. Donc, en décidant d'aller, et j'ai évalué, l'évaluation, mes forces qui m'ont amené, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, il y a des cumuls d'expérience. À savoir, parce que dans le consulting, c'est transversal, nous utilisons toutes les compétences possibles. Donc, on apprend des éléments nouveaux. Donc, par exemple, dans l'étude de faisabilité des zones sanitaires, ici, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est comme dans les formations des formateurs des lycées agricoles, j'ai appris beaucoup de choses qui dépassent les limites de commerce international que je maîtrise, la comptabilité que je maîtrise et autres, et la fiscalité que je maîtrisais. Donc, ça m'a forgé à dire, bon, ok, il faut maintenant mettre le tout ensemble pour affronter de nouveaux défis. Ces défis maintenant, je vais placer ça à l'international, qui fait que j'ai créé, d'abord, j'ai commencé mes enquêtes après ces évaluations que mes expériences, le poids de mes expériences me permet maintenant de réfléchir autrement sur comment je peux aller à l'international. Et j'ai ciblé ces 3 pays. En ciblant ces 3 pays, donc j'ai commencé d'abord par regarder ce que j'irais faire dans ces pays à partir de mes constats au niveau du port de Cotonou. Parce que les produits de grande consommation qui sortent, en temps déjà dans Cobeac, c'est ce que je faisais. Je faisais les produits de grande consommation, à savoir les spaghettis et autres. Donc je dis, je vais puiser dans ces produits pour maintenant aller à l'international. Mais il faut voir comment je serai accueilli. Donc il a fallu que, d'abord ici, je vous montre les preuves de ma présence à l'international. D'abord, en Côte d'Ivoire, vous avez là la preuve de l'implantation de ma société en Côte d'Ivoire. Puis ici, ça c'est le Niger. Et puis là, c'est le Burkina. Donc, à partir de ces implantations, donc, pour y aller d'abord, j'ai fait une étude PESTEL. C'est que, après avoir évalué
ce que je dispose chez moi pouvant me permettre d'aller, j'ai dit, ok, il faut voir d'abord, c'est que l'offre que je vais, à qui ça va s'adresser. Comment est-ce que je serai accueilli sur le terrain? Donc, j'ai mené des enquêtes dans chacun des pays ciblés. Dans un premier temps, c'était le Niger. Et puis, la proximité de Burkina a fait que j'ai jumelé en termes de coûts. J'ai jumelé le Burkina automatiquement. J'ai réalisé les études pratiquement au même moment. Donc, alors, pour aller sur le marché, donc, j'ai utilisé le PESTEL, donc, que vous connaissez, avec les critères clairement définis. Et ma conclusion était que dans les 2 premiers pays, donc, puisque j'ai combiné les 3, puisque la Côte d'Ivoire est venue plus tard, vous verrez dans ma stratégie de développement à l'international, dans le tableau qui va suivre, puisque la Côte d'Ivoire, la prospection de la Côte d'Ivoire est venue en 2015, alors que le Niger et le Burkina, c'est en 2009. Juste un an après la création, puisque la création du groupe ECA a commencé en 2008. Ouais. Bon, donc, la conclusion est que j'ai constaté qu'au Niger, les conditions étaient favorables pour moi. D'abord, nous appartenons à la même communauté économique, donc, qui fait que nous avons les avantages des tests qui favorisent certaines activités. Nous avons le franc commun, le franc CFA, donc il n'y a pas de problème de change en tant que tel. Bon, donc la stabilité politique aussi. Donc nous appartenons aussi au Conseil de l'Entente. Donc c'est des ensembles cohérents pour moi qui me permettaient d'y aller en dehors de la barrière, si je peux parler de barrière linguistique ou c'est que barrière culturelle, mais qui n'est pas, parce qu'en temps j'avais déjà appris, en cas de quoi, par le brainstorming et les 5W plus H que vous connaissez, donc je me pose certaines questions, comment je peux résoudre. Quand il y a des dilemmes, je mets plusieurs hypothèses et je dis, ok, quelle compétence peut m'accompagner ici? Je mobilise la compétence nécessaire et avec les différentes hypothèses que nous émettons, nous les analysons à travers les 5W et les H pour voir maintenant à quoi s'en tenir pour résoudre ce problème. C'est comme ça, puisque là-bas au Niger, les gens parlent beaucoup plus le germain, qui est une barrière pour moi, puisque moi je ne parle pas germain, alors comparativement à Abidjan où tout le monde parle français. Donc exactement la même chose au niveau du Burkina. Bon, donc il a fallu que je passe par des gens sur place, des compétences sur place, capables de m'accompagner sur certains aspects culturels. Donc, qui m'a donné des résultats qui ont fait que finalement, j'ai porté mon choix sur la création de mes filiales dans ces différents pays. Donc, par rapport au plan de développement à l'international, j'ai défini mes objectifs SMART qui me permettaient de voir, c'est que de quantifier, c'est que mes ambitions et de bien préciser ce que j'ai à faire sur le terrain par rapport au plan commercial qui va venir par la suite. Donc, j'ai planifié en fonction de toutes ces données, j'ai fait la planification, j'ai fait l'allocation des ressources nécessaires, j'ai les ressources qu'il me faut pour lancer mes activités au niveau de chaque pays, donc je les ai dégagées. J'ai constitué des équipes et j'ai réparti les tâches comme d'habitude et la rédaction des contrats, bon, à savoir, parce qu'il faut savoir avec qui, déjà dans mes études de marché, j'avais déjà dégagé mes cibles, donc qui fait que le contrat, je sais avec qui passer, avec qui opérer. Donc le contexte était un contexte de relations à l'international par rapport aux fournisseurs surtout, parce que le siège est ici au Bénin. Donc toutes mes commandes partent du bureau de Cotonou, transitent par le port d'ici pour être envoyées à l'international au Niger et au Burkina. Donc les résultats par rapport à ces différents pays étaient potentialités d'échange favorables et maintenant le développement des affaires. Donc par rapport au plan de développement à l'international, j'ai défini mes objectifs comme je l'ai dit, donc c'est la même chose là. Bon, vous avez le plan de développement à l'international là où j'ai dégagé par pays, parce qu'au niveau du Burkina et le Niger, c'est des ventes là-bas. J'ai fait de sourcing pour des ventes au niveau du Burkina et du Niger.
J'ai fait de sourcing pour achat au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais en 2015. Vous allez constater en 2015, là, c'est au 3e trimestre que j'ai commencé les sourcing en Côte d'Ivoire. Et déjà depuis 2009, j'ai commencé déjà les distributions au niveau du Burkina et du Niger. Donc, les relations partenariales internationales, c'est comprendre les enjeux culturels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je mobilise les compétences qu'il me fallait pour pouvoir atteindre mes objectifs, donc sur place. Donc, c'est comme ça que je procède pour contourner des obstacles que je ne peux pas faire, comment on l'appelle, auxquels je ne peux pas répondre immédiatement. Donc, j'ai adapté mon offre en fonction des réalités du terrain et maintenant mesurer les distances culturelles, comme je l'ai dit. Donc, ça se fait en m'appuyant sur les gens que j'ai recrutés sur place. Étudier la solvabilité des paiements, je l'ai dit tout à l'heure. La solvabilité par rapport aux clients que j'ai choisis, puisque mes clients, j'ai segmenté mon marché. Je sais avec quelle catégorie d'opérateurs je vais opérer, donc à l'avance. Donc le contexte, c'est la même chose, donc zone communautaire, et le Bénin, le Burkina, nous sommes dans la CEDEAO, nous sommes dans, comment on l'appelle. Donc le résultat, c'est toujours la potentialité d'échanges favorables. Mon pilotage de marketing opérationnel. Donc, ma méthode utilisée, c'était la construction d'un plan d'action commerciale opérationnel à l'international. Donc, je vous montre ici le sourcing que, voilà, là, les relations partenariales, c'est la négociation d'un contrat que j'ai fait avec les Indonésiens pour des fournitures des huiles végétales. Donc, en dehors de cela, vous avez là le sourcing que j'ai fait pour l'exportation de sésame en direction de l'Inde. Donc, ici, mon plan de développement à l'international, c'était la construction d'un tableau de bord. Donc, la fixation des objectifs et la définition de mes clés de performance, des indicateurs de performance et aussi les critères d'analyse des écarts. Donc, je vous montre ici. Voilà. Et à l'international, toujours, ça, c'est le management des services internationaux. Vu mes expériences déjà par le passé dans la consultation, je dis en dehors de commerce, je pouvais faire autre chose. C'est de là que j'ai identifié le groupe Edibon, qui est un groupe international mondial d'ailleurs, avec qui j'ai négocié, qui ont accepté par mon profil de coopérer avec moi ici. Je les représente. Là, c'est au Niger. Là, je les représente. Donc, après le Niger, je les représente au Burkina. Et voilà notre dernière réunion à Madrid, puisque chaque année, il faut y aller pour se mettre au pas des nouvelles inventions. C'est dans l'enseignement à distance, la technologie de le cloud computer. Donc, bon, ici, c'est ma pratique internationale. À ma pratique internationale, comme je l'ai dit, j'ai fait de sourcing pour exporter de sésame. Moi, c'est ici au Bénin, mais c'est au Burkina, j'ai mené cette opération. Donc, cette opération a été menée dans la zone que nous appelons zone Mouna. Là-bas, c'est là où il y a plus de production comment on l'appelle. Donc, j'ai dû mobiliser. Et à partir de mes relations, comme je l'ai dit, je mobilise des compétences sur place pour contourner certains obstacles. C'est eux qui m'ont permis d'identifier les responsables de cette zone, les responsables administratifs de la zone, à savoir chef de canton, tout ça, je me suis appuyé sur eux pour faire la sensibilisation et mobiliser les producteurs des sésames, donc organiser la collecte, donc acheter, conditionner, donc préparer l'exportation, à savoir par exemple le marquage que vous allez voir après le sourcing, donc qui m'a permis d'exporter vers l'Inde. Donc cela est fait, je suis ici au Bénin, mais avec la branche de Burkina. Là vous avez le moment où on était en train de faire le conditionnement. Donc, en matière de commerce international, il faut faire beaucoup attention à certaines choses. Il y a la traçabilité. Donc, un produit agricole qui va à l'extérieur doit respecter certaines normes
de pays d'accueil. Donc, il faudrait qu'on puisse savoir, ça vient de quel pays, c'est la production de quelle année, voilà, exporté par qui. Donc, c'est pourquoi j'ai fait cette image, j'ai pris cette capture d'écran pour vous montrer la traçabilité et que c'était ECA Cobeac qui a réellement exporté. Donc, c'est par rapport à mes perspectives, donc j'entends faire le coaching, le consulting, j'étais déjà dedans, et enfin la formation. Bon, puisque aujourd'hui, vu mon âge, bon, Dieu merci pour tout ce qu'on a fait jusque-là, je ne pense plus dire que je postule. Sinon, pas plus tard qu'hier nuit, j'ai vu quelque chose en ligne qui m'a fortement plu. Parce que le PNUD cherche, je sais que je remplissais tellement les conditions que la probabilité était forte qu'on me retient. Et j'en ai parlé même à ma femme dit que mais, toi aussi, qu'est-ce que tu vas? Je dis ok, merci. Donc je vous remercie. Alors j'aurais éventuellement quelques questions. J'ai peut-être, excusez-moi, mais une remarque. Je déplore que, en fait, j'ai trouvé, c'est à partir du moment où vous avez dit qu'il vous reste très peu de temps, que vous avez vous avez enclenché la deuxième vitesse, entre guillemets, et j'ai trouvé que votre deuxième partie, à partir de la page 23, était beaucoup plus intéressante que la première. Vous délayez beaucoup, vous étiez beaucoup dans des choses en fait qui ne me parlaient pas. Et il y a un truc en fait, c'est qu'à aucun moment, enfin on comprend une fois à la fin, mais à aucun moment au début vous nous expliquez quelle est l'activité du groupe ECA Céréales. On ne sait pas. Et ça c'est un peu dommage, un peu déplorable parce qu'on a du mal, pas déplorable, pardon, on le déplore, je veux dire, parce qu'on a du mal du coup à comprendre en fait, à comprendre tout ce que vous nous apportez comme élément et à mettre en perspective avec ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu apporter en termes de conseils, de prestations de consulting à vos clients. C'est un petit peu dommage. Donc la seule question que j'aurais éventuellement posée à ce stade, c'est quel était le catalogue, entre guillemets, de vos activités du groupe ECA Céréales, quels clients, quelle nature, et essayer de répondre de manière assez courte. Donc ne notez pas, répondez-moi tout de suite, c'est bon. Ok, donc par rapport au catalogue du groupe ECA, d'abord, ECA, c'est le regroupement, comme je l'ai dit, de deux activités différentes. Au départ, c'était le commerce, puis après, consulting. Les services, c'est tout un éventail de choses. Mais je vais prendre quelques-uns. Si je prends, par exemple, le groupe ECA, quand les deux sont regroupés, le commerce j'ai redémarré avec le commerce. Puisque c'est avec le commerce que je suis allé à l'international. Donc, en dehors du commerce, je continue avec l'assistance aux entreprises. Donc, au plan commercial, comme au plan administratif, fiscal et comptable. Donc, c'est ça surtout. Sinon, plus que ça, j'ai gagné des contrats auprès de l'État. Par exemple, aujourd'hui, mon société fait partie d'un prestataire de marché public ici. Le traitement, on appelle ça SGDSD ici, qui fait le ramassage et le traitement des ordures ménagers. Bon, sachant aller sur le marché, comment on l'appelle, le marché d'État, donc c'est facile pour moi, je l'ai eu. Donc, c'est comme ça que je peux catégoriser les activités. Sinon, à l'international, je suis allé contacter les gens de Edibon, basés à Madrid, donc à Montoles. Eux, ils sont spécialisés aujourd'hui dans la plupart des bases de données des partenaires à l'international. Vous avez cette composante de professionnalisation des formations. Parce qu'il ne sert plus à rien de sortir sans être en mesure d'entreprendre soi-même. Donc l'idée est partie de là. Pour ils sont donnés là déjà plus de 45 ans. D'accord. Donc vous aviez une activité commerce et services au sens large. C'est ça, c'est ce que j'ai dit dans... Comment on fait pour avoir une identité, pour avoir une notoriété quand on est comme ça multi-activité? C'est compliqué ça. Oui. Parce que en gros, il y en a qui achètent la formation chez vous et d'autres qui achètent des graines de sésame. Ça n'a pas tout à fait le même usage, quoi. Donc comment on fait pour vous connaître, comment vous avez construit votre stratégie de développement du fait de cette singularité de votre activité extrêmement polyvalente? Voilà. Tout à l'heure, dans le démarrage, je dis quand la Providence parle, vous n'avez plus de volonté. C'est ça. C'est quoi? Je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Mais j'ai saisi l'opportunité pour comprendre, pour tirer grande leçon. Bon. La notoriété, et
se construit par rapport à des moyens que l'on dispose ou qu'on peut s'offrir. Parce que c'est si vous êtes, c'est que comment on appelle là, l'environnement ne vous favorise pas de pouvoir utiliser toutes vos potentialités, il vous serait difficile peut-être de dire que vous allez chercher sans que vous n'avez pas encore épuisé ce que vous avez à l'intérieur. Donc, moi, mon objectif était d'abord de réussir l'éducation de mes enfants, qui font que mes expériences avec des collaborateurs permanents n'étaient pas au rendez-vous. Ils me donnent trop de peine. Oui, ils ne veulent pas bouger. Donc, quand tu oublies un peu, on te pique. Donc, je dis, bon, ok, c'est pourquoi j'ai développé appel aux compétences externes justes avec des projets précis. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des objectifs SMART. Oui, je définis clairement mes objectifs, je sais là où je vais aller. Et donc, c'est là où je trouve ce qui peut m'arranger pour me permettre d'avancer. C'est là où je me concentre. Qui fait que je ne me cantonne plus sur une activité, donc je deviens pluridisciplinaire. Donc, c'est ça, mais aujourd'hui, bon, sans mentir, vraiment, ça m'a payé favorablement. Puisque si mon enfant est un grand patron qui gère des équipes à l'EDF aujourd'hui, Dieu merci. C'est par là, ma notoriété, je l'ai faite par ma personnalité. Parce que je ne veux pas du désordre. Celui qui va travailler avec moi doit pouvoir respecter, c'est que montrer à mon client qu'il a en face que nous avons l'expertise. Et je ne vais pas concentrer tous mes efforts sur ça, là, c'est parce que moi-même, il faut faire quelque chose. Si ce que lui là a fait, il me faut revenir encore, ce n'est pas la peine qu'il soit là avec moi. Raison pour laquelle je préfère travailler avec des occasionnels. Et c'est ce que j'ai fait au niveau surtout du bureau d'études. Je disais tout à l'heure que j'étais un entrepreneur individuel, mais j'ai des occasionnels. Ils sont là, tu fais ton boulot. Donc je m'assure que tu peux le faire. Donc tu le fais. Donc c'est ça, comme ça j'ai construit ma notoriété par rapport à la multiplicité de mes activités. Donc pas composante. D'accord, merci. Des questions pour monsieur? Oui, c'est une expérience enrichissante. Comme vous nous avez décrit finalement votre parcours, puis finalement, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est comme les gens parlent de rêve américain, c'est-à-dire partir comme vous avez dit, partir du blanchisseur, du définitif, exécutif officiel. Ça, c'est une bonne idée. Vous avez le bac en 87, la même année que moi, donc c'est intéressant. Au fait, êtes-vous millionnaire ou bien milliardaire? Je suis millionnaire. Millionnaire. Pas milliardaire. Pour le moment, pas encore. Je suis millionnaire. Mais personnel. Pas pour le compte de quelqu'un. Quand je vois votre parcours là, peut-être que vous êtes un milliardaire. Et vous touchez au plan et vous mobilisez les compétences. Oui. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que vous faites des consultations. Généralement, quand les gens ont des consultations, il dit qu'il faut avoir bac plus 5. Il faut avoir bac plus 5 ou donc, ça veut dire que vous mobilisez les autres pour pouvoir porter le marché ou bien vous-même vous avez plus un bac plus 5. Non. J'ai un bac plus 4, un DRC. C'est le DPCF de la comptabilité. Le DPCF. Donc, même avant, je faisais déjà, parce que je disais qu'en 98, j'ai eu le DPSF en 2007. Mais j'étais déjà auditeur, pas pour avoir côtoyé des auditeurs confirmés que j'ai dirigés et que j'ai coordonnés. Maintenant, si vous prêtez de manière, vous avez 2 ans. 103 ans. Vous devez avoir un master. Oui. Parce que vous devez nous dire ça. Vous savez mobiliser les gens, vous savez faire travailler les gens pour vous, vous avez des grands-enfants. Pourquoi vous ne vous occupez pas de vos petits-enfants et vous devez faire un master? Oui, une bonne question. Mais savez-vous, il faut savoir aussi donner des exemples, laisser des exemples. Pourquoi? J'ai 2 enfants. Comme je l'ai dit, j'ai une fille, un garçon. Sinon, c'est le garçon l'aîné. Le garçon même me dit, papa, mais vraiment, avec toutes les fois que tu... Mais quand j'étais parti à Madrid, savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais papa, c'est comme ça, je veux te voir. Quand il m'a vu à la réunion comme ça, parce que bon, un temps, j'étais à Montreux, il était encore jeune, à Montreux comme ça à une réunion. Il était trop jeune, donc il ne comprenait pas. Mais lui qui me demande, mais tu te fatigues, repose-toi, tout ça.
J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, mais quand on continue de respirer là, on n'a pas encore rendu le dernier souffle. Il faut être en mesure d'être utile. C'est important. Mais quand il m'a vu à la dernière, en septembre passé, j'étais à la réunion de Madrid, mais depuis Lyon, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis fier de toi. Je veux te voir comme ça. Donc c'est ça si aujourd'hui, parce que par rapport à ça, il est au courant. Il dit, hey, papa, mais je sais qu'il finira encore par me dire, mais vraiment, tu es toujours comme ça. Et je veux toujours être comme ça pour la raison pour laquelle je viens chercher. Il y a des questions pour quels sont les différents types de planification? Les différents types de planification. Bon, il y a la planification stratégique et vous savez ce qu'on appelle la planification structurelle. Bon, non. Sinon la planification opérationnelle, oui. La planification opérationnelle permet, c'est des actions à court terme par rapport à comment on l'appelle, à la planification stratégique qui est à long terme. Oui. Ah oui. Quand c'est opérationnel, c'est des opérations que nous déclinons dans le temps, à court terme. C'est qu'on planifie des opérations qui vont se réaliser dans les temps qui suivent. Si je prends par exemple le plan, le PAC. C'est comme des enfants d'avoir le master. Oui. Alors vous faisiez de la pause sans le savoir, mais vous devez savoir maintenant que vous êtes en train de faire la pause. C'est ça le problème. C'est ça. Planification organisationnelle. Oui, planification organisationnelle, c'est que pour une activité, c'est que pour un projet à exécuter, il faudrait que ça soit structuré, qu'on sache que, bon, voici, à tel niveau, nous devons faire ci. Donc, il doit remplir cette mission. Donc, il faut organiser, il faut structurer la réalisation de, comment on l'appelle, en attribuant à chacun le rôle. Planification financière, exactement. Budgétaire, c'est ça, parce que planification budgétaire permet de savoir à chaque étape qu'est-ce qu'il faut financièrement pour exécuter telle tâche. Bon, je suis très satisfait de votre parcours, mais ce qu'il faut faire généralement, on ne connaît pas quelque chose que je ne connais pas. C'est ça. Et puis les autres contributeurs, c'est ça qui serait intéressant. Parce que dans notre métier de scientifique, c'est l'humilité en fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de tout connaître. C'est ça. Vous gagnez de l'argent sans connaître certaines choses. Mais... Parce que quand on parle de planification structurelle, c'est quand vous avez un lot de tâches, comment vous décomposez ça en petites tâches. Oui. Et quand vous faites des décomposer en petites tâches, vous dites comment vous faites un diagramme de genre, comment vous planifiez ça dans le temps. Je fais ça là, pas ça là. Ça qu'on appelle planification opérationnelle. Oui. Organisationnelle, maintenant, qui vous affecte les différentes tâches. Et vous avez beaucoup fait ça, puisque vous êtes dans les entreprises, vous êtes obligé de confier des tâches à des gens. Et tout ça là maintenant, obligé de maintenant dans les différentes ces tâches-là, cette personne va faire ça, ça va quand même c'est là. Ça c'est la planification. Ouais. Donc, vous faites des choses. Sans savoir de quoi. C'est ça. C'est pas que je connais à vous. Merci. Merci beaucoup. Oui. Alors, monsieur, oui. Alors, j'ai suivi votre présentation. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que vous voulez toucher à tout. Et je me demande la question de savoir qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Il y a un ami qui trouve en place par les oui. Donc, qu'est-ce que vous maîtrisez finalement? Est-ce que le monde n'est pas venu pour vous exprimer? Merci. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le faisais pour ne pas échouer par rapport à la réussite de mes enfants. Dans mes développements tout à l'heure, j'en avais parlé. Je ne pouvais que profiter de ce que j'ai sous la main tout de suite qui peut me permettre de répondre à mes obligations. Ça fait un. C'est ce qui explique. Bon, aujourd'hui, je viens de créer rien parce que mon enfant, je lui ai dit ce que j'ai fait pour faire en sorte que vous vous trouvez là où chacun, la deuxième ère au Canada aujourd'hui, mais là, il va falloir que vous servez de relais
pour permettre aux autres d'en profiter. Ce serait peut-être on dit qu'ils plantent un arbre et que les autres viennent cueillir dedans. Alors j'ai créé une structure autonome. C'est pour répondre indirectement à ce que vous êtes en train de dire. Eux sont ingénieurs du domaine de la nouvelle technologie, de haut niveau. Donc, ce que j'ai créé parallèlement à ce qui... Mais j'ai recruté déjà des spécialistes du domaine qui développent ça en liaison avec eux, qui fait que ma concentration maintenant, puisque ma course est pratiquement arrivée à terme. Merci.